Bonjour, nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir sur notre émission sur l'A31 bis. Alors que la concertation touche à sa fin, nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir encore évoquer ce sujet. Et nous avons ce soir 4 invités. J'ai plaisir à accueillir Pierre Cuny, maire de Thionville, président de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville et conseiller départemental. Pierre Cuny, bonjour. Bonjour. J'ai plaisir aussi à accueillir Rémi Dick, vice-président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, maire de Florange et vice-président du conseil départemental. Rémi Dick, bonjour. Bonjour. J'ai plaisir aussi à accueillir Franck Maillet, chef d'entreprise, président du réseau Entreprendre dans le Rennes-Nord, dont le siège est à Thionville. Bonjour. Bonjour Franck. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir William Pedrini, qui est chef d'entreprise également, président du CAC 140 dont le siège est à Florange et qui, par ailleurs aussi, est vice-président du conseil de développement du Val-de-Fensch. Bonjour. Mais messieurs, sans perdre de temps et tout de suite en entrant dans le vif du sujet, ce dossier sur l'A31 bis a fait l'objet de beaucoup d'expressions. Et donc, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Pierre Cuny, vous êtes pour ou contre l'A31 bis ? J'ai toujours été pour. Je vais même aller plus loin. Je pense que dès le départ, la présentation, on était erroné. Il ne s'agit pas, sauf dans le contournement, ce qu'on appelait ouest de Thionville, la création de nouveau d'une autoroute, c'était l'élargissement d'une autoroute. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et lorsque j'entends celles et ceux qui sont contre l'autoroute, mais m'expliquer qu'il faut mettre des voies de covoiturage, il faudrait qu'on m'explique comment on peut mettre des voies de covoiturage sur 2 fois 2 voies. Maintenant, le problème épineux était bien entendu celui du contournement, alors ce qu'on appelait ouest de Thionville, je dis bien, qui par la suite s'est traduit par 4 faisceaux, le faisceau F4, F5, F10 et il m'en manque un, F4, F5, F10 et... F5 tunnel profond. F5 tunnel, voilà. C'est les deux. Et donc, clairement aujourd'hui, on en est là. Mais j'ai toujours été pour. Est-ce qu'on irait imaginer aujourd'hui qu'entre Beaune et Lyon, il y ait 2 fois 2 voies ? Je rappelle simplement à celles et ceux qui pouvaient avoir des doutes que nous sommes le premier corridor européen en termes de circulation, que nous ne faisons que de rattraper en fait un manque, un loupé, la 32, et là on est dans les années 2000, et qu'aujourd'hui bien sûr qu'il faut le faire, mais en précisant d'emblée, puisque j'entends ici et là celles qui disent ça ne résoudra pas les problèmes, mais bien sûr que non, ça ne résout pas les problèmes. Mais je rappelle aussi à celles et ceux qui nous disent ça, qu'on a été ce territoire, le premier à engager le télétravail, 2016, qu'aujourd'hui, le problème du télétravail, il est rentré dans les mœurs et on parle même de 50 jours, qu'on a été les premiers, dans le cadre du Sillon-Lorrain, là, à engager des réflexions lourdes sur le réseau express métropolitain, qui a été à nouveau confirmé hier par Franck Leroy. Et donc, on sait très bien que ce ne sera pas la solution miraculeuse, mais c'est une solution qui va permettre de remettre au niveau les infrastructures routières de notre territoire. Rémi Dick, vous partagez ce point de vue ? Oui, effectivement. Alors, je préciserai les termes en disant que le maire de Florange est pour une autoroute avec quelques conditions très légères. C'est le niveau de protection des populations sur le type d'ouvrage, on en parlera certainement tout à l'heure, et le fait que cette autoroute serve le territoire et qu'elle draine le territoire avec le lien entre le flux local et le flux national. Il faut bien évidemment que l'autoroute soit connectée aux échangeurs locaux. De manière évidente. Moi, je tiens aussi à rappeler, parce que j'ai une conviction, c'est qu'on traite les problèmes du moment, des gens. Alors, on a certains écologistes qui, à force de mentir, croient qu'on va croire à leur propre mensonge. En tout cas, eux-mêmes en sont convaincus. C'est pas parce qu'on dit la solution, c'est le ferroviaire, que tout le monde va prendre le rail, en sachant qu'il nous faudra 10 ou 15 ans pour arriver, peut-être même beaucoup plus, à mailler le territoire comme certains l'aimeraient. On ne va pas inventer un RER urbain dans les 3 prochaines années. Donc de fait, effectivement, le problème du quotidien de la vie des gens, c'est un problème routier. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire, on traite un problème routier, un problème autoroutier. Les gens ne se trompent pas, puisque les gens eux-mêmes prennent tous les jours leur voiture pour aller prendre l'autoroute, pour parfois aller prendre le train. C'est ça le paradoxe, même si on peut encourager par des investissements lourds de nouvelles pratiques, on ne le fera pas sur un délai rapide. Donc effectivement, il y a une problématique routière qu'on doit gérer. Donc oui, une autoroute
sous condition de protection des populations et sous condition de bien servir le territoire, elle est absolument essentielle. Franck Maillet, faut-il faire cette autoroute A31 bis ? Totalement pour également. Je rejoins ces deux derniers témoignages. La mobilité, le recrutement, la formation pour les générations futures, pour l'entreprise, pour les entreprises. Moi, je parlerai aussi de double impact en termes d'économie et en termes d'écologie aussi. Pourquoi ? Parce que cette alternative, ce projet d'A31 bis permettra aussi, environnementalement parlant, de mieux maîtriser les émissions de CO2. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un développement aussi qui doit être raisonné. On parle de voies partagées, on parle de covoiturage, on parle de nombre de passagers qui doit augmenter parmi nos véhicules, mais aussi contribuer à la baisse de ce nombre de véhicules par des projets qui sont totalement connexes, comme le ferroviaire, mais aussi les bus à haut niveau de service et à la mobilité douce. Si aujourd'hui nous voulons un territoire développé de manière internationale également, localement, mais aussi nationalement, en ayant une attractivité du bassin d'emploi, un développement économique et le soutien à l'innovation, il est inévitable que nous devons réfléchir à une solution, voire même plusieurs. Sinon, nous n'aurons pas les attendus en termes de développement, non seulement économique, mais aussi environnementaux et parmi l'innovation. J'ai souvent aisance à répéter dans les sphères de mon entreprise, Suez, à dire que la Lorraine est terre d'innovation. Donc innovons, jouons collectif, sans oublier personne, mais ce projet doit fondamentalement être abouti. William Bredrini, côté CAC 140, vous partagez aussi cette opinion ? Alors pour moi, le pour ou le contre, c'est à mon sens un faux débat, dans la mesure où aujourd'hui on se rend compte que c'est une nécessité absolue, à condition de choisir bien évidemment le bon tracé ou peut-être plutôt la bonne jonction. Aujourd'hui, pour la pratiquer et la vivre, la traversée de Thionville est surréaliste à de nombreux moments de la journée, et surtout aux heures de pointe. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment une solution alternative à cette traversée de Thionville. On est probablement une région où on a la plus grande fréquentation en termes de circulation de véhicules sur l'autoroute et probablement, malheureusement, une des régions avec le plus faible maillage autoroutier ou peut-être le maillage autoroutier le plus mal pensé. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de rétablir un petit peu cette situation. Et aujourd'hui, on l'entend assez souvent que la fréquentation de cette autoroute ne fera que s'accroître malgré ce qu'on pourrait en dire. Je rajouterai sur ce que disait monsieur le maire de Florange, Rémi Dick, des gens prennent non seulement la voiture pour aller prendre le train, mais prennent aussi la voiture pour aller prendre le bus. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, cette autoroute n'est plus adaptée à la circulation dans le sens, j'irai pas jusqu'à Nancy, mais en tout cas dans le sens Metz-Luxembourg. Rémi, vous avez vu que pendant cette longue concertation, il y a eu beaucoup d'opinions qui se sont exprimées. Quels enseignements vous tirez à chaud, notamment des associations qui se sont exprimées sur ce projet A31 bis ? Je rappellerai, avant de répondre totalement à la question, que c'est la 3e concertation. Il faut toujours le dire. Il y a eu une première phase de concertation en 2015, quand le projet a été lancé. Il y a eu une 2e concertation en 2018, avant de choisir, quand on avait 8 tracés, qu'il fallait en choisir 4. D'abord 3, puis 4. Nous en arrivons maintenant à la 3e concertation, avant la déclaration d'utilité publique. Et il y aura encore des phases de concertation quand on aura un seul tracé, au moment de la déclaration d'utilité publique sur les ouvrages, la qualité des ouvrages, les emplacements des ouvrages, etc. etc. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit lors de ces phases ? Alors premièrement, la concertation, je pense qu'elle permet, ça permet de canaliser bien évidemment et de donner un cadre à l'expression populaire. Et là-dessus, je tiens à mettre en valeur le travail des garants de la concertation, qui effectivement avaient un exercice périlleux, mais comme j'imagine beaucoup de concertations, avaient un exercice périlleux et l'ont fait avec un grand professionnalisme, en maltraitant peut-être un peu les services de l'Adréal, et parfois, je crois qu'il faut savoir le dire, ils le méritent, parce que parfois les services de l'Adréal, qui sont les services instructeurs, sont dans un univers qui n'est pas celui du territoire, des élus, ni de la vie des gens. Et donc cette expression lors de la concertation permet simplement aux techniciens, je parle au pluriel, de se confronter à la réalité
et que des plans les plans et les algorithmes ne dirigent pas le monde. Et parfois, c'est vrai que quand on a un discours un peu techno, un peu aride de la technique sur le sujet de la 31 bis, on s'est souvent affronté. Et cette concertation, elle sert à ça. Et elle permet aussi aux décideurs, qu'est le préfet en la matière, parfois de revenir à la réalité des enjeux politiques, des enjeux du territoire, et de dire, effectivement, il y a une problématique. Ce qu'on a entendu, effectivement, lors de cette concertation, c'est une... Et je tiens à différencier vraiment entre 2018 et cette concertation. Il y a une prise en compte par les collectifs, un vrai sérieux quand même des collectifs, d'une organisation des collectifs sur le travail sur le fond. Et d'ailleurs, on le verra encore tout à l'heure, puisque leur cahier d'acteurs du collectif, en tout cas florangeois, est très sérieux et très documenté, à charge d'un tracé que moi-même j'avais proposé, contre le tracé F5. Mais au moins, il est clair, il est plutôt constructif dans le fond, et il ouvre une perspective qui va plutôt dans le sens d'une solution. On sait contre quoi ils sont, mais on sait comment on peut faire pour aller dans leur sens. On a également eu dedans, et là par contre je me porte en faux total avec ce qu'on a pu entendre, mais tous les objecteurs de bonne conscience de l'écologie moderne et de toutes les personnes qui viennent exister pour des raisons certainement électorales en matière d'écologie. Mais je crois que ces personnes-là n'ont pas forcément capté le public, donc en tout cas pas les collectifs. Pierre, quelques observations à chaud ? Oui, non, je crois que c'est un débat globalement, et là je reviens simplement sur la dernière concertation qui, somme toute, s'est passée, moi je trouve, dans de bonnes conditions, avec à la fois l'expression populaire à travers les associations, mais aussi, je crois qu'on a fait preuve, alors là, les politiques, d'une grande solidarité, et je pense que ce qui a peut-être changé un peu les choses, c'est le lien fort qui s'est établi, alors là, dans le cas présent, entre Port-de-France et Val-de-Fensch, et j'ai envie de dire sous l'impulsion du maire de Florence, qui a fait un remarquable travail, puisque nous avions, dès 2018, fait une expression à 3 voix concernant la possibilité d'un tunnel. Et je pense que ce que j'en retiens, c'est que lorsqu'on est ensemble, alors sur le plan politique, lorsqu'on est ensemble, on est beaucoup plus fort, on va beaucoup plus loin. Ça, c'est une chose. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a eu des collectifs qu'il faut respecter, qu'on va voir ce soir, puisque ce soir, c'est la dernière réunion de concertation qui clôturera l'ouverture qui avait été faite le 22 novembre. Et donc, je pense qu'il y a eu une expression qui a été faite, qui a été entendue, et avec des conclusions qui seront portées par le garant. Je pense que, globalement, on peut être plutôt très satisfait. Il y a eu l'expression, même parfois de mécontentement qui s'est fait, et à aucun moment, il y a eu la privation de parole. Et je pense qu'on est vraiment dans une démocratie qui était plutôt apaisée concernant le choix de cette autoroute entre les tenants de non. Mais ceux qui étaient les tenants du non assortissaient toujours leur non au « mais il faudrait faire l'ensemble des mesures que nous portons », avec le maire de Florence et le président de l'agglomération du Val-de-Fensch, Michel Libotte, mais nous sommes pour l'autoroute. Et c'est un peu la grande différence. C'est deux visions de territoire, et globalement, moi j'en sors, et on verra ce soir, mais plutôt satisfait, plutôt apaisé, et ça montre que le travail qui est engagé avec nos collègues du Val-de-Fensch est en train de porter ses fruits. On partait d'une grande création d'agglomération. On voit bien qu'elle est en train de prendre corps à travers déjà l'épreuve au feu, si je puis dire. Rémi, vous aviez proposé une variante qui n'était pas prévue à l'origine. Expliquez-nous, c'était dans quel contexte et pourquoi cette variante ? Effectivement, on a fait réémerger une variante pour une raison assez simple en 2021 d'ailleurs, février 2021. Pour une raison très simple à l'époque, il faut se recontextualiser. On avait historiquement un tracé de la 31 bis qui avait été exclu pour une raison, c'est qu'il y avait la coquerie d'ArcelorMittal qui était en plein dans le champ, je vais dire ça comme ça, en plein dans le périmètre de l'autoroute, et que tant qu'ArcelorMittal, tant que l'exploitant nous disait qu'on avait 140 emplois directs, 500 indirects, qui étaient une valeur ajoutée produite sur le territoire, un site en exploitation sur 80 hectares de terrain, mais il était hors de question de mettre une autoroute et d'exproprier une entreprise, une usine qui fonctionnait, qui faisait la fierté du territoire pour l'autoroute.
Ça a changé en 2020, puisqu'en plein milieu de la crise Covid, quelques jours après le premier confinement, ArcelorMittal a annoncé la fermeture de la coquerie. Et effectivement, ça change la vision du territoire. Géographiquement, le nombre de personnes concernées, mais je réfléchis et je l'évoque, dans le cadre où on avait encore à l'époque la possibilité d'une variante qui incluait à la fois la tranchée couverte F4 et la tranchée couverte F5. Deux ouvrages qui amènent à des expropriations. Et dans cette configuration-là, on avait d'un côté la tranchée couverte F4 qui concerne directement plus de 2000 habitants, historiquement, et une tranchée couverte F5 qui en concernait directement entre une trentaine et une quarantaine, et de manière indirecte 4 à 500, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, la tranchée couverte F4, elle concernait directement plusieurs centaines, voire milliers d'habitants. Il y a rien que le foyer Amely. Le foyer Amely était concerné dans le périmètre et dans le faisceau, et il y a déjà 600 à 700 personnes au foyer Amely de Florange. Donc tout ça nous a amené à un moment donné à se dire pourquoi un tunnel tranchée couverte ou viaduc d'un côté, ou tunnel profond de 2,4 km. Je me souviens d'un mot du préfet de l'époque qui nous disait, Monsieur Touvet déjà à l'époque, qui m'avait dit faisons en sorte qu'elle soit économiquement possible, que ce tunnel profond soit économiquement possible. Et pour qu'il soit possible, il faut qu'il soit moins long, ce tunnel. Et on lui a prouvé par A plus B qu'il y avait une possibilité de faire un tunnel moins long. Le tunnel fait 1,4 km, 1,5 km. La complexité, c'est effectivement ce qu'on trouve en dessous de la coquerie. Et c'est là où effectivement les délais sont rallongés, c'est là où il y a un certain nombre de complexités. Et l'autre problématique, et c'est ce que font valoir les collectifs, c'est qu'il ne suffit pas d'éviter les expropriations. Il y a encore tout un linéaire sur presque 2 km où il y a des riverains à 200 ou 300 mètres des habitations, du futur ouvrage sur le tracé F5. Et c'est là où la concertation a permis, aujourd'hui pour moi en tout cas, d'évacuer la possibilité du F5. Et c'est là où la concertation est utile. C'est que pour moi, c'était une bonne idée parce qu'elle permettait aussi de valoriser les friches. Parce qu'on sait qu'une autoroute est un aspirateur à richesse, mais qui permet de concentrer sur un endroit les richesses par le flux. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on allait faire de toute manière? C'est l'un des projets du territoire, de ces 80 hectares de friches, connectés à 50 hectares de friches de pâturage sur le site des anciens hauts-fourneaux. Autant y avoir un ouvrage autoroutier qui permet de le désenclaver. Aujourd'hui, effectivement, à l'issue de la concertation, je peux dire que peut-être sur le papier, c'était une bonne idée, mais effectivement, il y a un certain nombre de complexités qui ont fait que ce n'était pas la solution optimum. En tout cas, ce n'est pas la solution du grand rassemblement, à la fois des élus locaux et des populations. On va revenir sur les tracés, mais je crois que d'ores et déjà, il y a un tracé qui s'appelle le F10, que tout le monde, bien évidemment, connaît. William, côté entreprise, il semble qu'il soit écarté, puisque visiblement, il est loin d'avoir beaucoup de soutien dans tous les résultats d'enquête qu'on voit. Quelle est votre position? Alors, moi, le F10, j'y vois absolument... Alors, je parle de mon cas personnel, bien évidemment. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir sur le plateau mes maires en deux mots, hein, mon maire de résidence et mon maire professionnel, qui probablement seront d'accord avec moi de l'importance d'avoir une jonction A30, A31. Aujourd'hui, si on parle plus loin d'une grande agglo, d'un rassemblement d'agglo, ça me paraît peu possible sans imaginer une jonction directe A30, A31. Si je parle de ma vie d'entrepreneur de la zone Satagat à Florange, aujourd'hui on reproche souvent au Luxembourg de nous voler des emplois ou de nous voler du personnel ou que ce soit une terre d'exportation de savoir-faire. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir une entreprise en France. J'ai la chance d'avoir tous les jours des camions qui partent vers Luxembourg et tous les jours des camions qui traversent Florange pour aller rejoindre la 31 à Luxembourg. Cette jonction-là permettrait, et je rajouterais aussi aux gens de Florange qui fut un temps, quand on parlait encore d'une autre variante de tracé, qui avaient peur d'une traversée de Florange, j'imagine que cette jonction-là enlèverait aussi de la circulation dans Florange. Faut pas l'oublier non plus. Moi, je fais la route tous les jours pour faire Thionville-Florange, et il y a des gens qui travaillent, qui vont livrer tous les jours par cette autoroute-là, enfin, par cette route-là. Cette jonction-là, pour moi, c'est vraiment la seule... Qu'elle soit ouverte, fermée, je dirais que moi, dans mon cas, je reste sur mon cas à moi. L'important, c'est la jonction. Qu'elle soit ouverte ou fermée, pour moi, l'important, c'est la jonction. Pierre Cuny, vous voyez acquiescer? Moi, j'ai toujours été un opposant farouche du F10. Non pas pour l'intérêt du territoire thionvillois. Je suis clair, j'ai toujours dit. Puisqu'après tout, le maire de Florange l'a bien expliqué, avoir des dessertes autoroutières sur les territoires, c'est de la richesse.
mais j'avais déjà à l'époque une vision du grand territoire thionvillois. Et aller appauvrir un territoire au profit d'un autre me semblait complètement inconscient. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en regardant une carte de géographie, il me paraissait quand même un peu invraisemblable de faire monter, donc déjà, de densifier l'autoroute A31 dans sa partie Richemont-Illange, on va dire, donc de faire remonter en fait toutes ces voitures pour les faire redescendre sur un viaduc, tout en n'oubliant pas que je ne voyais plus trop l'intérêt qu'un automobiliste aurait eu à prendre une autoroute à péage à hauteur d'Illange, alors qu'il suffisait qu'il traverse Thionville. Même si on déclassait l'autoroute, tous les gens auraient traversé Thionville et n'auraient absolument pas pris l'autoroute à péage et auraient récupéré l'autoroute sur le bois de l'Étoile ou à hauteur de Vembrange. Donc voilà, moi je crois que d'emblée, mais j'avais clairement exprimé au préfet Touvet que j'étais absolument pas opposé à laisser cette variante pour qu'effectivement le débat se passe et qu'on n'a pas obéré cette variante en nous expliquant que c'est parce que le maire de Thionville, le maire de Fleuranges et le Val de Fensch s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de variante. Il y a une variante qui est là, qui est en place, mais tout le monde s'aperçoit aujourd'hui que cette variante n'a aucun intérêt sur notre territoire. Aucun intérêt sur notre territoire. Rapidement, Franck. Je rejoins ces trois derniers témoignages et aussi celui de William Pedrini, dans le sens où il faut irriguer tous les secteurs du territoire. Et si on parle de congestion, de trafic épisodique à certaines heures, et sur la partie Richemont-Illange, si on souhaite considérer à nouveau le tracé F10, ça ne fera qu'engendrer encore une fois une congestion ultérieure qu'on n'aura sûrement pas maîtrisée. Donc je ne suis pas expert pour dire entre tel ou tel tracé par ailleurs, mais je rejoins totalement le maire de Fleuranges concernant les arguments de tel tracé ou un autre. Il faut choisir le plus économiquement viable, ou en tout cas le plus acceptable pour les populations. N'oublions pas que sur cet axe Metz-Moselle-Nord, nous avons aujourd'hui 600 000 habitants. Il est indéniable, en dehors du trafic, pour les entreprises, pour les industries, de bien avoir en considération tous les éléments que nous venons de dire. Et pour ma part, ce que je souhaite, c'est une vraie solution durable, accordée aussi avec d'autres moyens plus collectifs, mais aussi partagés, voire connectés, puisque aujourd'hui, ça va de soi. La crise sanitaire nous a quand même plutôt familiarisés à être aujourd'hui plus en amont, ou en tout cas plus utilisateurs, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit administré, que l'on soit élu ou que l'on soit tout simplement chef d'entreprise, avec ces nouveaux modes de communication, afin de faire valoir aussi un développement totalement raisonné. Et là, je rejoins, sans être plus expert, ce qui vient de se dire sur le choix des tracés qui rejoignent la jonction A30, A31, sans pour autant bannir tel ou autre tracé entre ces deux jonctions. En revanche, et là je suis totalement raccord également avec Pierre Cuny, le maire de Thionville, le trajet F10 me semble très éloigné d'une solution d'avenir et durable. Franck, je vais rester avec vous. Toutes les prévisions d'ici 2030, horizon 2030 et au-delà, annoncent une augmentation sensible de la circulation routière. Comment alors contribuer au développement économique du territoire en tenant compte à la fois des enjeux climatiques et environnementaux? Je sais que c'est des thématiques que vous travaillez beaucoup au sein de ELN. Quelle est votre vision sur le sujet? Alors oui, ELN, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce réseau d'entrepreneurs, d'entreprises, regroupe 180 adhérents sur un territoire Moselle-Nord à l'initiale, mais également aujourd'hui sur la partie du Grand Est aussi. Et nous nous attachons sur des commissions qui regroupent des projets d'entreprise, mais pas seulement, autour des éco-responsabilités. La mobilité, le transfrontalier, la mobilité simplement locale augmente. Les chiffres ont été donnés lors des différentes réunions de concertation dernièrement. L'autoroute, mais aussi le ferroviaire, la mobilité collective seront des solutions totalement
développées de manière assez, je dirais, concentrée, ou en tout cas en les prenant toutes en compte. Pourquoi ? Parce que le mode de recrutement pour chef d'entreprise est devenu aussi un chemin plus complexe qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et si nous souhaitons attirer les talents dans ce bassin d'emploi, il est important de prendre en considération les nouveaux modes de communication, mais aussi de mobilité. Et ces solutions pourront fortement influer sur le développement de nos entreprises dans ce bassin et bien évidemment dans le mieux vivre. Effectivement, le développement économique, ça s'accompagne d'emplois. Je sais que côté 440, William, vous avez des démarches aussi dans ce domaine-là. Pour développer l'économie, c'est des emplois derrière. Donc je pense que vous partagez aussi un certain nombre de visions qui ont été exprimées par Franck. Alors, effectivement, on partage bien évidemment, je dirais nous, on mettra l'accent plus sur la partie économique, puisque je pense que personne n'ignore que la richesse de notre territoire, ce sont principalement nos entreprises. Et aujourd'hui, j'ai juste je mettrais un bémol sur la partie développement économique par rapport au développement ou à l'écologie et à l'environnement, puisque aujourd'hui j'ai l'impression qu'on met l'accent vraiment sur ce sujet. Et je m'interroge, je me dis pourquoi depuis quelques années on met vraiment l'accent dessus en voulant malheureusement réduire un petit peu le plus possible la circulation des véhicules, la circulation des camions, la circulation de tout ce qui est transport de marchandises, alors que depuis des dizaines et des dizaines d'années nous n'avons jamais rien fait. Aujourd'hui, j'ai juste le sentiment que nous n'allons... Alors, je ne fais pas de politique, attention, hein, j'aime beaucoup mes amis Rémi Dick et Pierre Cuny, respectivement mes maires. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met un petit peu trop l'accent sur ce sujet-là, moyennant parfois des taxes inappropriées, alors que je pense qu'aujourd'hui, le soutien à l'économie serait le vrai sujet et pourquoi pas réussir à trouver une thématique commune à développer l'économie en alliant effectivement économie d'énergie, économie et respect de l'environnement et du climat. Je m'interroge juste sur le sujet-là, mais bien évidemment que c'est un vrai sujet et aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on a tendance à aller vers de plus en plus de véhicules et de transport. La mobilité, c'est un enjeu majeur pour le développement économique, on vient d'en parler. Majeur pour le Val de Fensch aussi, je pense, Rémi. Quelles sont vos attentes, celles des habitants dans ce domaine-là ? Parce que on a beaucoup de salariés qui vont au Luxembourg. Est-ce qu'il y a la possibilité de profiter aussi de cette mobilité un peu retrouvée pour redévelopper au niveau local ? Il y a la question du but et du cap de là où on va, et je vais le dire en prenant beaucoup de hauteur, et il y a la question du concret, du quotidien. Le but ou le cap, ma conviction profonde, c'est que le territoire Val de Fensch, Port-de-France et, j'allais dire, le Nord-Moselle dans sa globalité est en phase. Comme l'Île-de-France s'est formée petit à petit, ça s'est créé sur 50 ans, sur 60 ans. Ça fait un très long qui a amené un ensemble de développement, de mobilité, de pôles de développement économique, de lieux de résidentialisation, des parcours résidentiels qui se sont créés. Pour moi, la métropole luxembourgeoise est en train de créer la même chose avec des territoires français. Et c'est ce qui arrive sur nos territoires. Et on organise, et on a vocation à organiser la mobilité de cette manière pour répondre à ce but, parce que c'est pas une volonté, j'allais dire, transfrontalière qui évolue d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient de nos populations, ça vient du parcours naturel de nos populations face à des conditions salariales, face à un mode de vie quasiment luxembourgeois qui est en train d'intégrer nos territoires. À partir de là, le sujet concret, c'est quoi ? Le sujet concret du quotidien, c'est, en termes de mobilité, c'est déjà avoir la capacité, et on est très bas par rapport au but et quand on fixe cet objectif. Je disais, pourquoi je prends toujours l'Île-de-France ? Parce que c'est un même pôle de richesse, j'allais dire, qui est en train de se former. Il nous manque évidemment, si on est dans un monde idéal, il faudrait quasiment un RER urbain entre les pôles de résidentialisation par rapport aux lieux d'emploi. Et aux pôles d'emploi, Esch... Luxembourg, Cloche d'Or et Kirchberg. Ça serait dans un monde idéal. En attendant, il y a quoi ? Il faut déjà qu'on arrive à faire fonctionner nos systèmes de mobilité du quotidien et qu'on arrive déjà à les relever parce qu'on a quand même des défis, on a quand même des héritages et on est passé d'un cap, nos territoires sont passés, en tout cas je parle pour le Val de Fensch, de la dépression à l'optimisme plein. Et je le dis en rigolant, et la dépression, c'est, et désolé de le dire, je ne vise pas les salariés ni la culture d'entreprise, c'est la culture d'entreprise à Transfensch, d'un système qui s'est effondré sur lui-même au fur et à mesure des années.
en mode de transport et par rapport à l'équilibre économique, par rapport à la paix sociale à l'intérieur d'une entreprise qui était catastrophique. Et là, on a un défi qui peut nous amener à être optimistes sur le transport, qui est le bus à haut niveau de service, c'est ramener sur tous les pôles de richesse de nos territoires, sur tous les lieux de formation professionnelle et vers la gare ou des BHNS support, nos populations. Pour avoir un maillage simplement cohérent pour amener nos populations là où elles ont besoin au quotidien d'aller. Et on n'arrive pas encore à sortir d'une logique comptable. Donc ça, c'est le défi du quotidien. Sortir de la logique comptable du bus à arriver à une logique de quel est le bus de notre territoire et dont les gens ont besoin. Oui. Pierre, justement, on parle beaucoup du ferroviaire aussi. Certains disent que ça serait la solution en augmentant le cadencement des trains, en ouvrant quelques lignes nouvelles. Je sais que la région y travaille beaucoup aussi donc avec la SNCF sur le sujet. Quelle est votre vision sur la question ? Là, elle est très claire. Je pense que sur le plan du ferroviaire, on a le même retard que sur le routier. Puisque, en fait... on parlait de la troisième voie sur l'autoroute A31 bis. Comment on peut encore imaginer aujourd'hui avoir que 2 lignes entre Thionville et Luxembourg, dans lequel passe le TER, les trains de marchandises et le TGV. Et donc, clairement, là, c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps, clairement, alors qui a été... je dois dire que le sillon métropolitain le pôle métropolitain du Sillon-Lorrain a été le novateur avec, dans le cas du Grenelle, avec à l'époque la région et donc Jean Rotner. Et donc clairement aujourd'hui, il y a l'inscription claire d'un réseau express métropolitain 2032. Pour cela, la région a déjà acheté des rames à double étage. Et donc d'ici 2026, sur le territoire de la gare de Thionville, ce qui explique aussi pourquoi il y a des travaux aussi importants sur la gare. On m'explique que Pierre Cuny est un fatigue des ponts. Non, il n'est pas un fatigue des ponts. C'est-à-dire qu'on va simplement passer de 3900 passagers qui prennent le train tous les matins pour aller à Luxembourg, dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, dans ce sens-là. Il y a aussi des gens qui prennent le train pour aller à Metz, il ne faut pas l'oublier, à Nancy. On va passer à 9000. Et donc, si les élus qui sont actuellement en place regardent vers le haut, dans 6 ans, vous ne franchissez plus le pont des Alliés. Il faudra 45 minutes pour le franchir à tout moment. Et donc, clairement, le ferroviaire, c'est un élément majeur, futur, de complémentarité lourde au routier. Et donc, l'objectif, c'est effectivement, et c'est inscrit dans le Grenelle des mobilités, et le Luxembourg, vous savez qu'on travaille dans le cadre de la conférence intergouvernementale. Il y a des projets qui sont portés par le pôle métropolitain qui concernent une ligne spécifique territoire thionvillois. Maintenant, j'utilise de plus en plus territoire thionvillois, qui va irriguer le Val de Felge et qui montera sur Esch. Donc ça, c'est porté par le pôle métropolitain. Et puis, le Sillon-Lorrain et la région, dans le cadre de la conférence intergouvernementale, portent ce cadencement avec, pourquoi pas, la création d'une 3e ligne. Puisque aujourd'hui, le cadencement et l'augmentation de la capacité va nous faire passer de 12 000 passagers heure à 22 000. Donc déjà ça, ça devient quand même assez conséquent. Et donc l'objectif, et je l'ai toujours dit, c'est d'arriver, in fine, dans les 10-15 ans à venir, à 50 000 passagers transportés. Parce que le nombre, et c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention, la mobilité en Lorraine, et dans le Nord-Lorraine, et dans le Nord-Mosellan, c'est pas uniquement le Luxembourg. Le Luxembourg, le travail, les transports pour le travail, c'est 1/3 des transports par jour. Il faut l'avoir en tête. Et lorsqu'on parle de nos 2 collectivités, Rémi et la mienne, il faut savoir que tous les jours, c'est 14 000 personnes qui prennent leur voiture, ce que fait William Pedrini, et qui va à Florange. Et puis, donc, 14 000 dans un sens, et bien sûr 14 000 dans l'autre, puisqu'il faut qu'il y revienne. Et donc c'est 14 000 personnes. Et combien y a-t-il de personnes qui, en plus de cela, qui prennent leur voiture à Thionville ou au Val de Felge et qui montent sur Esch ? 15 000. Okay. Mais le reste, 14 000, le reste, 1/3 le travail, 2/3, c'est des gens qui vont chez le médecin, qui vont faire leurs courses. Et il y a quelque chose qui est quand même très, très, très intéressant. 110 000 frontaliers aujourd'hui, par jour, avec 1,1 personne par voiture. Donc on voit bien, grosso modo, fait 100 000 voitures.
Mais en fait, c'est pas 100 000 enfin, c'est 100 000 voitures, mais il faut savoir qu'il y a 2/3 de ces déplacements qui ne sont pas liés par le travail, mais qui sont liés sur la translation entre le Nord-Mosellan et en fait le Luxembourg. Et donc il faut qu'on ait une vision, et là je m'adresse bien sûr au maire de Florence qui l'a, une vision complètement panoramique des choses. Il y a le Luxembourg, mais comment aujourd'hui les gens de Longwy, il y a beaucoup de jeunes étudiants Longwy qui viennent à Thionville faire leurs études. Quelle connexion on fait ? Quelle connexion on va faire demain entre le BHNS de Micheville, donc entre Esch et Micheville, et nos territoires. Et donc c'est tout le travail qu'on doit porter aujourd'hui. Vous parliez, Pierre, d'une personne par voiture. C'est vraiment un sujet qui est souvent évoqué. J'ai vu 1, quelque chose. J'ai vu 1, quelque chose. J'ai vu aussi que la Chambre de commerce avait fait toute une campagne et d'industrie de la Moselle sur le sujet. Mais vous avez déjà fait aussi des espaces de covoiturage. Vous avez développé plein de choses. Est-ce qu'au niveau des 2 agglomérations, Pierre, Rémi, vous allez aussi encore poursuivre ce qui a été engagé dans ce domaine-là ? Ça peut répondre en partie, même si ça ne répond pas en totalité au problème qui est posé. Après, sur la question du covoiturage, je ne sais pas s'il y a de gros projets actuellement en cours. Moi, j'en ai pas entendu. Il y a des projets qui viennent d'être inaugurés à Thionville. Je pense à Metsange. Il y a déjà Canadien. De toute façon, c'est progressif et ça va se faire sur le temps de moyen terme. Toutes ces questions. Je sais que Thionville, là encore, à côté de la gare, va engager le parking silo juste à côté de la gare. Là encore, c'est des choses très concrètes qui permettent de mailler le territoire en parking de covoiturage. Est-ce qu'il faudra en trouver d'autres des espaces de covoiturage ? Je pense qu'il est certain. Est-ce qu'on doit se coordonner entre les 2 agglos et je dirais même sur tout le territoire quasiment jusqu'à Metz ? Parce que le problème, c'est aussi qu'il y a des initiatives, et je vais le dire, d'un territoire qui a toujours fait le choix des parkings de covoiturage gratuits. Il y a une vraie question quand à Gondange, quand Mont-de-Lange, quand Thionville réalise plutôt des espaces de covoiturage ou des parkings silos payants. Mais je pense qu'il faudra se coordonner, simplement. C'est pas du tout une provocation, c'est simplement de dire que nous, on a eu un modèle pendant des années où chacun organisait son petit projet dans son coin pour des raisons, je pense, clientélistes, de pouvoir afficher sur son programme d'avoir fait un parking de covoiturage. Je serais très surpris de voir qui s'installe sur le parking de covoiturage au Bois de l'Étoile à Florange. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Florangeois, premièrement, mais je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de Fenchois. Je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Metz et d'ailleurs qui vont sur nos parkings de covoiturage. Donc c'est là où il y a une vraie pensée, je pense, qui doit être globale. Pierre, on a des chiffres de fréquentation. Oui, alors je rebondis sur ce que dit Rémi, parce que c'est très intéressant, c'est la philosophie. Alors oui, il y a bien un autre projet de parking de covoiturage, pas P+R, covoiturage, au pied du Saint-Michel, parce que je suis en train de classer des terrains, et je pense qu'il faudra que, à mon avis, le Val de Fench, sur les projets qu'il y a, on ait aussi un parking de covoiturage, qu'on ait grosso modo 800 à 1000 places réparties sur nos 2 agglomérations. Mais ce que dit Rémi, c'est véritablement, là, effectivement, là, le fondement. C'est-à-dire qu'on fait un P+R à Thionville. Utilisé aujourd'hui, 62% ne sont pas thionvillois. Et essentiellement Fenchois. Là, dans le cas présent. Et c'est ce que je disais aux gens. Je dis, la ville de Thionville engage l'agglomération. 3,5 millions. 3,5 millions apportés par Luxembourg, 3,5 millions apportés par le territoire de Thionville. À un moment donné, pour faire réagir mes collègues au-delà, puisque vous savez que le P+R de Metsange, je disais qu'il y avait des Fenchois, il y a des Thionvillois, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de Pont-à-Mousson. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Thionville, de Nancy. Oui, jusqu'à maintenant, Nancy. comme le transport est quasiment gratuit à Thionville. Et à un moment donné, comme dit Rémi, je pense que plus les collectivités en amont, moi je parle toujours de la sanctuarisation des 10-15 derniers kilomètres, où on ne doit plus faire les 15 derniers kilomètres, sauf la voie autoroutière, en voiture. Mais à un moment donné, il faut que les collectivités en amont, elles aussi se lancent dans des programmes. Alors quelle est la différence entre les nouveaux P+R, on va dire les nouveaux P+R, 10 € par mois, c'est P+R haut de gamme. Parce qu'il y a des bornes électriques partout, il y a des services à la personne, les gens qui veulent, ils peuvent utiliser le pressing, il y a des distributeurs de pain, de conciergerie d'entreprise. Et donc c'est adapté parfaitement à la vie de nos frontaliers aujourd'hui. Aujourd'hui, ils descendent du train, ils ont besoin de récupérer des vêtements qu'ils ont mis au pressing, ils les récupèrent. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut alors le PMF est porteur aujourd'hui dans le cas de la CIG, une réflexion lourde sur où mettons les P+R. Où les mettons.
Rémi a évoqué brièvement le BHNS. Donc, au niveau local, à horizon 2030, Pierre, vous avez des chantiers importants sur la mobilité douce. Par exemple, donc, le Citizen BHNS dont on parlait. Est-ce qu'on a des perspectives en termes de flux et quand ça sera opérationnel ? Ah, le Citizen ? Oui. 2026. 2026. Au pire, 2027. Là, ça sera un cadencement toutes les 20 minutes, donc ce qui permettra d'avoir un cadencement haut de gamme. Et donc, on entame déjà avec nos collègues et porté donc, dans le cadre, on va dire, du SMITU, mais qui verra de profondes modifications dans sa gouvernance dans les quelques années à venir. Le projet qui sera pour moi un projet absolument extraordinaire, qui sera un projet de CHNS qui irriguera la Moselle. Et j'exposais à certains maires de la communauté de communes de Cattenom qu'il fallait à un moment donné, puisqu'ils portent un projet clair d'élargissement avec le département, mettre dessus à un moment donné une connexion avec nos territoires. Voilà. Il faut jouer collectif. Bah oui. Et Jean-Pierre, si je peux me permettre, également, et pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est une sorte de comportement. On entendait Pierre Cuny qui expliquait les personnes ou les salariés qui habitent Pont-à-Mousson, Nancy et qui disposent aujourd'hui d'un certain nombre de dispositifs qui ont été menés par les collectivités et qui seront sans aucun doute, et ça j'en suis persuadé et sûr, poursuivis. Mais pour cela, il faut déterminer un premier axe à décider aujourd'hui. C'est ce qu'attendent aujourd'hui les administrés de la vallée, les entreprises également, les élus, les politiques également. Et derrière, on pourra forcément ajouter ou en tout cas faire évoluer les dispositifs tout autour des pratiques et des bonnes pratiques que l'ensemble des usagers auront eu à se familiariser avec les différentes applications dont je parlais tout à l'heure. Covoiturage, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est bien du covoiturage dont je parle aujourd'hui, avec les nouvelles campagnes, comme vous l'avez cité tout à l'heure, avec la CCI, la Chambre de commerce de Moselle, mais aussi sur la sensibilisation des chefs d'entreprise aujourd'hui, je crois que William sera d'accord également avec moi, à ce qu'on puisse davantage communiquer, aider, accompagner nos salariés à utiliser ces nouvelles applications, à faire évoluer les comportements d'aujourd'hui avant demain. Une autre piste aussi qui a été développée sur, je dirais, cet aspect des choses, c'est aussi le télétravail, Pierre Cuny, avec le bâtiment et sub. On y reviendra juste après. On va y revenir juste après, par exemple, le SE et le bâtiment tout, et puis après Franck aussi. Oui, alors moi je suis très fier. Je suis très fier du travail que nous avons fait ici sur le territoire au niveau du télétravail. Et moi je rappelle 2016... je m'empare de ce dossier avec d'ailleurs l'ancien président de Port-de-France qui était Patrick Weitman. Et donc on est monté au Luxembourg. Alors à l'époque tout le monde ricanait. Alors que moi j'avais d'emblée présenté ces problèmes de télétravail comme une solution complémentaire à la mobilité. J'étais même pas dans cette idée de télétravailler 2 ou 3 jours. C'était surtout pour répondre à la mobilité. Et tout le monde ricanait, que ce soit du côté luxembourgeois et du côté français, je vous en parle même pas. Aujourd'hui, c'est une évidence et on en est même aujourd'hui quasiment à évoluer vers 2 jours. Ce qu'il faut, il ne faut pas aller au-delà. Mais 2 jours par semaine, c'est ce que je portais depuis des années et des années. Ça, grosso modo, une cinquantaine de jours de télétravail qui permet d'enlever les gens. Je reviens un instant sur le covoiturage. Essentiel. Je pense qu'il faut vraiment, effectivement, il y a le problème d'application, mais je pense on est vraiment, parce qu'il va y avoir une mutation importante dans les entreprises luxembourgeoises, la voiture de fonction va disparaître, clairement. Et lorsque j'ai été interviewé à plusieurs reprises par la FEDIL, ou lorsque je disais il faudra que demain, le nouveau salarié qui arrive au Luxembourg, ce qui est en train de se passer, j'avais 3 ou 4 ans, monnaie et son télétravail, et éventuellement le covoiturage. Et puis la voiture de fonction, c'est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cadres supérieurs monnaient plus leur télétravail que leur voiture de fonction. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a vraiment une évolution. Et ce covoiturage, application c'est bien, mais il faut aller plus loin, Franck, et tu as raison. C'est vraiment des accords d'entreprise, même pas de branche. Parce que le télétravail, tu vas le faire avec ton collègue, qui a les mêmes horaires que toi. Tu peux pas... alors, effectivement, tu as des applications qui peuvent te permettre, mais ça sera très irrégulier. Je crois que c'est vraiment une culture d'entreprise aujourd'hui, le télétravail, le covoiturage. Pour dire, voilà, des gens d'un même bureau s'arrangent pour, une fois sur 4, s'ils sont 4, emmener leur voiture. Et je pense qu'il y a vraiment une culture d'entreprise aujourd'hui à développer dans le cadre du covoiturage. Et là, William, je me tais, parce que j'en ai assez dit. William, le télétravail, c'est une réalité aujourd'hui dans vos entreprises ?
Alors, chez moi, malheureusement, ça n'existe pas. Ah oui, pas. Alors, comme le covoiturage. Oui. Malheureusement, je serais un très mauvais exemple là-dessus. Après, j'entends qu'il faut effectivement développer le covoiturage. Ça a des bienfaits sur l'écologie, ça a des bienfaits sur la circulation, sur le surchargement de l'autoroute. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier que ça oblige ou ça impose des heures de travail qui soient sensiblement identiques. Alors, même si on pourra mettre en place des accords d'entreprise, une entreprise, une PME comme la mienne, ça ne pourra pas fonctionner. Et je pense que le covoiturage sera un très bon complément d'un niveau de service de transport qui doit largement être développé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai été à Paris la semaine dernière. J'allais régulièrement à Paris. J'avais un TGV toutes les 30 ou 40 minutes. Là, j'ai loupé le TGV de 19h40. J'ai pris le 20h25. J'ai fini en bus pour faire Lorraine TGV Metz pour récupérer ma voiture à Metz. Ça n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut aller vers vers un développement des modes de transport. Mais en parallèle, on perd d'un autre côté ce qui était acquis. Quand Pierre, à juste titre, qui veut développer le réseau ferroviaire ou les liaisons ferroviaires avec le Luxembourg, avec Metz, aujourd'hui, on en a vachement moins, ou nettement moins que ce qu'on avait il y a quelques années. Et je pense qu'on n'est pas maître des coûts et que ce sont malheureusement les entreprises qui gèrent ces réseaux-là qui devront aussi accepter de faire un effort pour peut-être gagner plus tard. Franck, télétravail ? Télétravail, j'ai les deux types de population. On l'encourage, il existe, il est très développé chez nous. Et pour certains de nos adhérents aussi à ELN, malgré tout, ça s'organise, c'est encore une histoire de comportement. On a tous des conducteurs aussi de poids lourds que vous imaginez bien mal en télétravail, hein, sinon la vie de l'entreprise serait bien mise à mal. Mais néanmoins, sur toutes les fonctions qui le permettent, aujourd'hui, nous nous efforçons de l'encourager. Donc Franck, il faut noter, comme a dit Pierre, qu'au Luxembourg, la notion d'avoir un chauffeur, donc même pour le président de LN, ne sera peut-être plus envisageable. Par exemple. Justement, on parle de coûts. Il semble quand même que pour cette autoroute, le péage soit inéluctable. Je vais d'abord demander du côté des entreprises, quelle serait la perception selon vous des usagers et de vos entreprises par rapport à ce péage ? Parce que bon, dans d'autres secteurs, si on va en Moselle-Est ou autre, les entreprises sont habituées à ça, puisqu'il y a déjà un péage. Franck, peut-être. Pardon, excusez-moi. La notion de péage. La notion de péage. La notion de péage, elle est forcément évidente si on veut aujourd'hui un équilibre économique. Il ne faut pas qu'elle soit en revanche une contrainte trop forte à la mobilité, encore une fois. La notion de péage aussi, je crois qu'elle doit être pensée au niveau international, avec la taxation des poids lourds. Je crois que ce tracé peut aussi permettre d'obtenir une manne économique. Et là, il y a un vrai raisonnement sur la manière dont on pourra aussi, sur ce couloir qui mène jusqu'à Lyon, on en parlait tout à l'heure, de mieux maîtriser le trafic international sur ce sillon. Et je pense qu'il y a donc de gros débats. Pas d'opposition particulière, pas même d'opposition, bien au contraire, à partir du moment où c'est mesuré. William, et maîtrisé. Vous partagez ce point de vue côté CAC 140, par exemple ? Alors, il y a deux manières on peut calculer bien, on peut calculer mal. Si je calcule bien, je paye immédiatement. Je prends mon cas d'entreprise, et ce sera le cas de beaucoup d'entreprises. Je paye sans hésiter, parce que le ratio entre le coût d'emprunter cette autoroute payant et le gain en rentabilité des déplacements de mes collaborateurs et de mes chauffeurs, il sera complètement démesuré. Après, je me mets aussi dans la peau d'un usager ou d'un utilisateur. Effectivement, là, je rejoins Franck Maillet, il faudrait quand même garder l'accès à cette portion, enfin, la laisser accessible, entre guillemets, au commun des mortels, si je puis m'exprimer comme ceci. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir aussi sur ce que disait Franck, ça pourrait peut-être imposer
ou éviter la traversée de Thionville et imposer la circulation sur un axe différent que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais est-ce que vous craignez pas, côté élu, Rémi, un report de la circulation sur les réseaux secondaires? Parce que c'est souvent une préoccupation aussi des élus qui sont sur le Nord Mosellan, pas forcément dans cet axe-là, qui sont déjà aujourd'hui, qui ont cette difficulté-là. Est-ce que ça pourrait pas entraîner ce report de circulation? Je poserai la question à Pierre après. Je vais un peu. Les sujets sont un peu liés à la question, par exemple, des parkings de covoiturage payants. C'est un peu la même question. Il y a déjà une question politique, j'allais dire presque morale. Financer des infrastructures parce qu'il y a un phénomène frontalier pour amener dans un pays étranger un certain nombre de publics qui ont été formés en France, il n'est pas absurde que l'usager, à un moment donné, paye. Voilà, il faut savoir le dire politiquement parlant. Il n'est pas absurde à un moment donné que l'usager est à payer. Deuxième question, l'efficacité du péage, elle est à questionner, et ça j'en suis évidemment d'accord. Et il y a 2 questions là-dessus, sur l'efficacité du péage. Moi en cours de finances publiques, la première chose qu'on m'a appris, c'est que le bon impôt, il a une base très importante et il a un taux très faible. Aujourd'hui, ce qui est proposé par les services de l'Adréal est absurde. Mais je pense qu'il faut d'abord sélectionner un tracé avant d'arriver vraiment dans le détail du péage. Et je pense qu'on aura toute l'opportunité, quand la DUP sera en cours, de rediscuter à quel emplacement on met le péage. Parce qu'un péage beaucoup plus efficace pour moi sur un sujet comme celui-ci serait peut-être, et je dis bien peut-être, mais moi c'est une réflexion que je porte, de ne pas mettre l'entrée du péage au début de cet A31 bis. Mais pourquoi pas de le mettre au croisement de Mont-de-Lange, Richemont, à 30 à 31. Et d'avoir là un péage à 50 centimes plutôt que d'avoir un péage à 4 euros qui finance l'ensemble des infrastructures qui vont vers le Luxembourg. Et d'avoir là une masse de personnes qui vont utiliser ce péage beaucoup plus importante. Mais pourquoi? Pour pouvoir entretenir l'ensemble du réseau. Parce que le réseau, c'est le réseau de la 31 actuel, c'est le réseau de la 31 bis, c'est la 30 qui va jusqu'à Luxembourg, également vers Esch. Et pour moi, c'est là où le dimensionnement du péage a été formellement, à mon sens, plutôt mal pensé. Là où je rejoins aussi sur la question du péage, Pierre, c'est sur moi, j'ai une conviction profonde, c'est que, parce qu'on a tous des connaissances au Luxembourg, ce que l'on voit à Luxembourg comme en Ile-de-France, je reprends l'analogie, c'est qu'il y a un certain public, qui n'est pas la majorité du public peut-être, mais une grosse proportion, le jeune cadre qui est là, le cadre, peu importe son âge, qui effectivement auparavant avait son véhicule de service ou son véhicule de fonction à Luxembourg, dont de toute manière l'ensemble des frais étaient payés par l'entreprise. Aujourd'hui, négocie de plus en plus le télétravail, ne cesse de se faire débaucher. Je ne connais pas une personne qui travaille au Luxembourg qui n'a pas des propositions de débauche quasiment tous les ans. Et on sait que la situation des entreprises de Luxembourg est, en termes de recrutement, tout aussi catastrophique parfois qu'en France, à proximité de la frontière, malgré le fait qu'ils payent. Dans cet élément de contexte-là, la question de savoir si le patron luxembourgeois va finir par payer la question du péage, pour moi, elle ne se pose même pas. De fait, la question des salaires va augmenter dans un phénomène assez naturel, parce qu'il y a une rareté, du demandeur d'emploi qui a envie d'aller au Luxembourg. Et donc, les patrons n'auront pas le choix que de payer. De fait, directement par la compensation transport, par les avantages en nature qu'ils donnent à leurs salariés, par une prime spécifique transport, ou par le salaire, qui sera encore plus important qu'il l'est déjà. Pierre, vous rejoignez Rémi sur ce point? Totalement. Moi, je rappelle que on avait relancé le tunnel F4, un tunnel profond. Lorsque j'étais rentré, donc c'était 2017-2018, où j'avais relancé un peu cette idée. Lorsque j'étais rentré de Marseille, mon fils habite Marseille, et il venait d'inaugurer un tunnel, le Prado-la-Canebière. Et à l'époque, c'était le préfet Martin. Et je lui ai dit, mais il faudrait qu'on envisage peut-être un tunnel. Et le préfet Martin, qui était un excellent préfet, m'avait dit, non mais vous comprenez, c'est Marseille, vous, il y a moins de monde. Et j'ai dit, non, nous, c'est un eurocorridor. Et donc, c'est aussi important en termes de mobilité. Et donc, voilà. Et donc, je pense que, pour moi, et je reviens sur ce que dit William, mais il est évident, moi, pour interroger un peu les gens autour de moi, que pour gagner 1 heure ou 1h10 de trajet, les gens iront payer 1 euro ou 1,50 € avec effectivement des arrangements par entreprise. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que ça surchargera les routes départementales ? Moi, je suis quelqu'un qui pense que non.
parce que les gens vont à l'efficacité. Ouais. Moi, je pense qu'on a tous l'expérience, lorsqu'on arrivait à Lyon, lorsqu'ils ont ouvert le contournement Est, il y a 5-6 ans, on se dit on va continuer à prendre le même contournement. Puis au bout d'un moment, quand vous passez 1 heure dans les bouchons, vous prenez le contournement Est, vous débarquez à Saint-Exupéry et vous repartez sur les Alpes. Et voilà, et ça nous coûte 1,50 €. C'est comme la 5G, on ne revient pas à la 3. Mais oui. Je crois que tout ça, c'est des débats. Alors c'est normal, les gens ont peur, les gens... voilà. Mais je pense que les débats... Par contre, lorsqu'on me dit, oui, mais vous comprenez, s'il y a un péage, les gens de Confun ne viendront plus à Thionville faire leurs courses. Eux, ils utiliseront les routes départementales, voilà. Mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai tous les copains qui habitent d'Étanges, ils ne prennent pas l'autoroute pour venir à Thionville. Ils rentrent à Thionville par la voie naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce péage... Alors maintenant, le placer, effectivement, comme dit Rémi, pour moi, il n'y aurait pas trop de sens de le mettre en amont du triangle de Richemont, parce que qu'est-ce qui va inciter là, un Thionvillois, alors qu'il y aura l'autoroute sera plus ou moins à prendre un péage pour rentrer chez lui sur les 3 derniers kilomètres. Là, ça va poser peut-être un problème. Merci. Une dernière question, puisque récemment, on a eu l'information qu'il y aurait une rétrocession de l'État à la région Grand Est pour cet A31. Est-ce que ça peut avoir un impact positif ou négatif sur le projet? Alors là, c'est peut-être Rémi, Pierre. Rémi est un excellent connaisseur. Oui, non, mais simplement, ce qui est relativement absurde, mais là encore, ça c'est... fonctionnement de la décentralisation à la française. Quand on veut simplifier, on complexifie. Donc là, on attribue à la région qui n'a aucune compétence, aucune habitude, aucun service, aucune ingénierie dans le traitement de voirie, qu'elle soit... on leur donne aujourd'hui une responsabilité future d'un axe autoroutier qui est hyper dense. Alors bien sûr, avec des compensations, avec du personnel qui va arriver, de l'État qui va être transféré à la région, etc. etc. Mais il n'y a aucune tradition, j'allais dire aussi des élus, de juger des axes routiers. Il va falloir du temps pour que la région puisse avoir vraiment une compétence, une habitude, une ingénierie pour pouvoir gérer convenablement. Après, si j'ai bien compris, c'est à partir de la fin de la première concession que la région pourra récupérer le futur autoroute A31 bis, puisqu'ils vont posséder incessamment sous peu, ou c'est déjà fait de manière légale. Aujourd'hui, c'est la région Grand Est qui est compétente pour l'A30 et l'A31. Moi, j'attends d'en avoir une conversation aussi avec le président de région actuel ou son représentant, parce que pour le moment, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de flou. Dans une volonté qui est noble, et j'entends bien la question et la volonté, je me souviens de la volonté du président Rotner qui disait nous saurons avoir un consensus politique en interne à la région plus facile que l'État qui a des concertations parfois un peu douloureuses. Et ça, j'entendais cette force de conviction, notamment sur la 3e voie au-dessus du bois de l'Étoile. C'était pour ça, au départ, que Jean Rotner voulait vraiment la prise de possession de l'autoroute. Maintenant, j'attends de voir ce que ça veut dire avec la majorité régionale actuelle et le président actuel. On est un petit peu arrivé, je dirais, à la conclusion un petit peu de nos échanges. La nécessité de faire l'A31 bis dans les meilleurs délais est partagée à la fois par les élus, les institutions et les chefs d'entreprise. L'échange de ce soir a permis à la fois d'expliquer, d'éclairer les différents points de vue de nos invités. Et d'ailleurs, je dois particulièrement vous remercier. Donc, Franck, Rémi, Pierre et William. Faire de l'A31 est donc vital pour nous aujourd'hui en termes de développement, mais aussi, et je pense que c'est important, pour les générations futures. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.